6 matchs étaient au menu ce soir de ce championnat de National League. Il y a eu un petit peu moins de buts que d'habitude, mais au moins on a eu des rencontres quasiment serrées sur toutes les patinoires et peut-être quelques surprises que vous allez pouvoir vivre et revivre en notre compagnie dans ce Puck and Goal. Les highlights, toujours en compagnie de Florian Kohns, de Doug Boulanger et de Stéphane Rochette. On va, messieurs, commencer par ce qui nous a occupé durant toute la soirée, le match studio de ce soir, le match au sommet, que devrais-je dire, entre Fribourg et le HC Bienne, avec des Fribourgeois qui avaient un Motek qui était double buteur, un Korpikoski qui jouait son deuxième match ce soir côté biennois. On restait sur un succès côté fribourgeois, une défaite côté biennois, ces deux équipes qui occupent le haut de classement. Donc on s'attendait à un beau match. Mais on n'a pas eu beaucoup de buts, Florian. Ça tombe la première et la seule réussite de cette rencontre à la 8e minute de jeu sur ce but de Michael Hugli. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de buts dans la partie, mais je pense que c'était quand même un bon match. On a vu deux équipes bien organisées, mais je dirais quand même sur l'ensemble de la partie, Bienne mérite son succès. Ils ont été un peu plus disciplinés, ils ont vraiment donné très très peu d'occasions à Fribourg qui n'a pas réussi à trouver la faille. On avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à mettre la vitesse supérieure pour déborder Bienne, qui a vraiment bien géré les 60 minutes. On voit cette réussite qui sort d'un mauvais choix de Walser. On l'a analysé ce soir au cours des pauses. Doug, c'est surtout Hugli à la finition. Un Hugli qui se retrouve des sensations d'un bon buteur. Oui, Hugli qui connaît une bonne séquence, qui a marqué un beau goal, le seul goal du match. Si on regarde sur l'ensemble du match, Bienne a été meilleur, surtout en défensive. Les défenseurs ont amené beaucoup plus de solutions, ce qui leur a permis d'amener de l'offensive, puis aussi de se reposer, de ne pas passer trop de temps en zone défensive. On a encore une action, surtout à ressortir, parce qu'il y en a eu des choses à marquer, mais finalement, ce n'est pas du côté fribourgeois. On n'a pas vraiment su inquiéter Van Pottelberg. Tout le contraire de Radgeb, là, qui oblige Berra à un super arrêt. Stéphane, dans cette rencontre, ça a été fermé. On ne s'est pas enligné, c'était d'un bon niveau par rapport à ce qu'on a pu vivre dans certains autres studios dans ce début de saison. Oui, mais comparativement au match de samedi dernier. Match de gardien? Un match de Berra, peut-être? Non, ça a été un match de bonne structure de jeu, je trouve. Les deux équipes bien organisées. C'est un soir où le puck ne rentrait pas, ne trouvait pas son chemin vers la cage. Il n'y a pas eu de but, des shoots dans le paquet, que le puck n'avait pas des yeux là, sur plusieurs séquences. Moi, je reprends ce qu'ils ont dit. Ça a été un excellent match, les équipes bien organisées. Mais Bienne méritait ce match-là. Bienne a été clairement, pour moi, la meilleure équipe sur la glace ce soir, bien organisée en défense. Cette équipe-là a quelque chose de particulier cette année. J'aime beaucoup, on en parlait ce soir, en défense notamment. J'aime beaucoup le défenseur suédois. Là. Wow. La tour de contrôle de cette équipe. Mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire contre Fribourg. À Fribourg, en plus, c'est vraiment les empêcher de poser leur jeu, de prendre cette vitesse qui fait leur force. On en parlait plus tôt dans l'émission. C'est quand tes défenseurs sont capables de battre ton premier forechecker, le F1, ce qu'ils ont fait très bien ce soir, F2, F3, F4, F5 qui suivent derrière, ils ne savent pas dans quelle direction ça va partir. Et ça leur a permis de poser leur jeu, ça leur a permis, quand ça tournait dans leur zone, d'en sortir un peu plus facilement. Puis ça leur a surtout permis de créer de l'offensive à certains moments du match. Et ça, c'est ce que Fribourg n'a pas été capable de faire, poser son jeu. Je suis sûr que tu t'es arrêté à F5. Je trouvais bien parti F1, F2, F3, F4. Je vais s'arrêter parce qu'on a F7, F8. On fait toutes les touches du clavier pour arriver. Et finalement, Florian, quand on a deux équipes qui jouent comme ça en confiance, est-ce que Bienne, avec cette copie défensive parfaite, a quand même frustré les attaquants fribourgeois aujourd'hui? Oui, clairement, c'est clair. Je pense que pour Fribourg, on les a vus très peu approcher le but. Donc, c'est des soirées frustrantes, surtout quand tu as des buteurs comme Motet, comme Desharnais, comme Sprunger, etc. Ça va être intéressant d'analyser aussi ça pour eux, pour les prochains matchs, pour la suite, pour trouver peut-être d'autres solutions pour être un peu plus agressif sur le but. On a les réactions à l'issue de cette rencontre. On va commencer côté zélandais avec un défenseur qui fait pas mal parler de lui depuis quelques matchs, c'est Noah Delémont. Noah Delémont, cette victoire ici à Fribourg ce soir, c'est vraiment une victoire d'équipe. On a senti un HC Bienne qui attaquait à 5, mais surtout qui défendait à 5. Ouais, je pense que dans le vestiaire, on a dit contre une équipe comme Fribourg, faut d'abord défendre si on veut aller chercher les 3 points. Je pense que la priorité était vraiment là-dessus, faire une solide performance défensive et puis profiter de tous les comptes qu'on avait et puis des possessions.
Et puis je pense qu'aujourd'hui ça a bien payé, on était tous regroupés devant Joren, et puis il a de nouveau fait un super match et puis on arrive à prendre les 3 points. À titre personnel, votre coach vous donne de plus en plus de responsabilités. On vous a aussi vu sur le powerplay. Comment vous vivez ça? Je le vis bien, on ne peut pas dire qu'on va le vivre mal quand on a le plus de responsabilités. Je pense que c'est comme je le disais, c'est un processus. Il veut me faire rentrer lentement mais sûrement dans cette ligue. Et puis je pense que pour le moment, le plan se passe sans trop d'accro. Merci beaucoup Noah. Forcément qu'on le vit bien, Doug, quand on a un petit peu plus de responsabilités, qu'on est jeune et qu'on voit qu'on a la confiance du coach aussi. Oui, et puis quand on connaît Noah, c'est un gars qui a faim, c'est un gars qui aime faire partie des solutions, c'est un gars qui est extrêmement doué offensivement, puis on l'a vu, là, il est malin offensivement. Souvent, on lui reprochait un petit peu son jeu défensif. Moi, je trouve que depuis 2 ou 3 matchs, là, ça se passe super bien. Il force pas les choses. Il offre des solutions à ses partenaires. Il fait des bonnes choses avec son puck sur la relance, sur les sorties de zone et très content pour lui. C'est comme ça qu'on marque des points, Florian, finalement, en étant collectif et en se fondant dans la masse. C'est ce que veut aussi le jeu du HCBN, finalement. C'est clair, surtout que quand tu arrives, tu es jeune comme ça, tu essayes un petit peu de te fondre dans la masse, puis de ne pas vouloir faire l'exploit personnel. Et puis je pense aussi, comme le disait Stéphane, pour un joueur comme Noah Delémont, de pouvoir côtoyer chaque jour à l'entraînement, de voir un gars comme Löw, c'est du pain béni. Réaction aussi côté du perdant ce soir avec le Québécois qui a prolongé pour une saison supplémentaire, David Desharnais. David Desharnais, un seul but a suffi au bonheur de Bienne ce soir. En quoi le jeu défensif des Biennois vous a gêné? Je pense qu'ils étaient beaucoup dans notre zone. Ils ont été capables de sortir de leur zone assez efficacement. On n'était pas capable d'avoir un forecheck pour garder les rondelles là. Puis ils étaient capables de rester longtemps dans notre zone. Donc notre avantage numérique n'a pas été notre meilleur. Prochain match. Au fil des minutes, l'intensité est montée. Ça s'est terminé en bagarre. C'était inévitable. Ouais, on est frustrés, c'est sûr. On vient de perdre le match. Donc, écoute, c'est des choses qu'on veut voir quand on perd des matchs comme ça. Merci beaucoup, David. On aime bien l'expérience de David Desharnais. On a perdu, on passe à autre chose. On n'est pas en panique, on est leader du championnat. Et le HCBN revient aussi à 2 points avec ce succès derrière les Dragons. Autre rencontre entre 2 équipes qui ne vont pas vraiment bien. Lugano restait sur 6 défaites en 8 matchs et le HC Ajoie avait perdu les 6 derniers. C'était aussi l'occasion de voir Irving pour son 2e match de la saison, le gardien étranger de Lugano. Et Östlund, dans les buts, a été préféré à Tim Wolf ce soir. La rencontre, elle se passe pas vraiment bien. Pourtant, c'est Ajoie qui a une chance à 4 contre 5, Doug. Et derrière, on s'est complètement découvert dans ces débuts de match qu'on rate. Et regardez comment Lugano se fait un malin plaisir de punir les Jurassiens. En étant en plus en powerplay du côté de Lugano, on a une chance de 3 contre 1. Ça repart dans l'autre côté, puis directement, on prend le contre. Donc, très belle pièce de jeu terminée par Troy Joseph. Mais Stéphane, est-ce qu'on doit vraiment faire ça du côté d'Ajoie dans ce début de match pour se laisser porter à l'offensive comme ça? T'es à 4 contre 5, t'as une contre-attaque. Souvent, tu veux créer le surnombre ou supporter l'attaque. Mais ça a été le pire scénario. C'était un long rebond. Il a tiré au but, ça a donné un long rebond. Peut-être que c'était pas le bon choix de jeu, disons, pour le shoot. Le deuxième, c'est à 4 contre 5. C'est quand tout va mal, Florian. Là. C'est de nouveau un début de match raté et on fait tout faux en situation spéciale. C'est clair, quand tu es quand même un petit peu en dessous de l'adversaire, tu as besoin de faire ces petites choses-là, ces petits détails, de les faire juste. Tu peux pas te permettre de prendre trop de risques à 4 contre 5. Là, tu dois faire un jeu simple à la bande. Et puis, contre des équipes comme Lugano, qui ont besoin de points, ça pardonne pas sur un début de match comme ça. On n'a pas encore parlé de Slund. Il ne va pas être tout blanc sur la 3e réussite de cette rencontre puisque les Tessinois vont pouvoir dérouler dans cette première moitié de rencontre. 9 secondes de jeu de puissance et là, Doug, côté rapproché, il y a un bel espace que Slund laisse pour un sniper comme Fazzini. Non, celui-là, il est pour Slund. On voit Arcobello qui fait descendre le box du HC Ajoie. Belle passe en haut, puis Fazzini a tout le temps sur la transversale pour ajuster son tir. Et sur le côté rapproché comme ça, à l'extérieur des points d'engagement, c'est pas un très bon but.
Bon, ça va pas aller mieux derrière pour le HC Ajoie qui va encaisser le 4-0. Il y avait déjà eu une lourde défaite chez eux à Port-Entruy dans le premier duel. Le deuxième sera un petit peu moins prolifique en but, mais on voit là toute la possibilité, tout le temps qu'ont les joueurs des Bianconeri, Florian, pour faire le bon choix, pour trouver le bon coéquipier démarqué. C'est Oudacek qui marque. Ouais, ben on voit la défense d'Ajoie un peu trop immobile. Et puis du coup, ça a créé de l'espace. Lugano qui tourne bien, crée de l'espace pour un shoot direct. Là, il n'y a pas grand-chose à faire pour Östlund sur ce jeu-là, quoi. Seule note positive, c'est qu'Ajoie va pouvoir sauver l'honneur en fin de rencontre. Garichine avait tenté de mettre ses 3 étrangers, Wenström, De Vos et Fortier, sur la même ligne. C'est ces joueurs, Stéphane, qui finalement adoucissent un petit peu le score. Mais nouvelle défaite, la 7e pour Ajoie. Un tir assez haut, un long rebond là, pour le gardien. De Vos met la main sur... Ça met un petit peu de baume au cœur, je dirais, mais le match était joué depuis un moment à 4-0. On a senti l'intensité baisser dans ce match-là. Ajoie savait qu'il était plus ou moins cuit. Sans abandonner complètement, on sait que ça t'en prend 5 pour marquer, puis c'est compliqué, là, t'es sur la route. Mais ce soir, Lugano, Bodker a été laissé de côté, messieurs. C'est lui qui a payé les frais. Troy Joseph était aligné et pas Bodker. C'est un message que le coach a envoyé. Joseph, visiblement, est impliqué sur 2 réussites. Oudacek aussi marque des buts. Mais les choses ne vont pas très bien du côté du Tessin. Et ça, c'est un match qu'ils ne pouvaient pas perdre. On s'entend, la contre Ajoie, c'est à la maison. Mais du côté du Tessin, il n'y a rien qui est réglé, à mon avis. Ce n'est pas ça qui va rassurer personne parce que ça commence à chauffer pas mal, paraît-il. On connaît le caractère chaud bouillant des fans et des fois le manque de sérénité de certains dirigeants. On parle encore d'Ajoie. Frossard sorti en sang en fin de match, allé à l'infirmerie traité par le médecin du club luganais en fin de match. On a déjà pas mal de blessés. On n'espère pas trop de mauvaises nouvelles pour Thibaut. Bon, c'est clair que ce serait une mauvaise nouvelle de plus pour les Ajoulots, hein. Ils ont déjà quand même des joueurs importants sur la touche. Alors ils ont réussi à se renforcer un petit peu. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, Frossard était également un des joueurs suisses qui arrive à surnager, qui a su élever son niveau de jeu. Donc il ne faudrait pas le perdre encore lui. Ça permet quand même d'avoir d'autres options que les étrangers pour jouer avec un joueur comme ça. On a une réaction à l'issue de cette rencontre perdue dans le sud du Tessin, du côté du clan jurassien. C'est d'ailleurs l'ancien Luganais, Matteo Romanenghi. Matteo Romanenghi, c'était un match un peu spécial pour vous ce soir? Oui, c'est très, très spécial jouer ici et oui, c'est mal pour le résultat, mais oui, c'est spécial. C'était compliqué, il y a eu une fois de plus trop d'erreurs de votre part? Oui, nous donnons 3 goals et comme ça c'est difficile de gagner le match et nous devons jouer très, très, très meilleur. Ça a été quand même un peu meilleur dans le dernier tiers-temps de la part du HC Ajoie? Oui, c'est tout le temps comme ça, mais nous devons jouer 60 minutes, sinon nous ne gagnons pas le match. Merci bien. On reviendra sur cette nouvelle défaite du HC Ajoie dans Backcheck le Talk d'ici quelques minutes. Laissez-moi parler de la prochaine rencontre qui était au menu de cette soirée. Le Lausanne Hockey Club face à Zug, avec une équipe de Zug amoindrie à 6 joueurs malades. Pas des moindres, Kovar, Herzog, Zender, Senteler, Souris sont annoncés sur la touche pour la rencontre. On aligne quasiment 2 blocs de jeunes aujourd'hui, dont notamment ce jeune numéro 95 qui a disputé sa première rencontre. Ce qui met le Lausanne Hockey Club, Florian Kohn, en bonne condition pour lancer ce match de la meilleure des manières. Douai dévie ce lancer de Genadzi pour ouvrir le score dès la 2e. C'est clair que je pense que la tactique du côté de Lausanne, c'était important d'avoir un bon début de match, de tout de suite prendre l'avantage, profiter quand même d'une équipe de Zug diminuée. Ce qu'ils ont réussi à bien faire en début de match avec Douai qui fait une belle déviation devant le but. Donc c'était plutôt bien parti pour le LHC. Doug, on confirme derrière avec un jeu de puissance à la 14e minute de jeu. Lausanne, on va dire, a réussi le début de match qu'il devait faire après ces 2 victoires, de continuer de surfer sur ce moment fort dans leur saison. Lausanne a amené beaucoup de trafic au goal. Ils avaient un écran, ça a été 2 déviations, donc c'était un petit peu le début de match rêvé. Mais j'étais vraiment impressionné par l'équipe de Zug là, qui travaillait fort, qui lâchait rien sur le forecheck. On voyait que les joueurs travaillaient. Puis quand tu regardes le line-up de ce soir, c'est le 3e, 4e bloc, c'est que des jeunes de moins de 20 ans.
ça vous montre la profondeur de l'effectif avec cette équipe de Swiss League, puis le talent qu'ils ont, quoi. Justement, ces jeunes talents, accrocheurs, travailleurs, vont permettre de retourner la rencontre dans la deuxième période en réduisant d'abord le score. Alors oui, c'est peut-être pas la 3-4e ligne qui a fait le jeu, mais elles ont participé à œuvrer à cette remontée. D'abord, Dario Simeone, on va aller à la vidéo, Stéphane, pour voir si ce but est rentré, mais il n'y aura pas de discussion. Oui, donc il y a une déviation devant la cage à l'époque qui est passée au-dessus de l'épaule de Boltzhauser. Boltzhauser qui revient gentiment à l'action. Il est aligné ce soir, regardez. Une habile déviation de Dario Simeone qui, lui, s'arrête de jouer tellement il est sûr. L'arbitre dit non, mais le puck a bel et bien franchi la ligne. Il a touché le poteau blanc ou de la derrière. On n'a pas mis très long à la vidéo pour le valider. Il y aura le 2-2 du défenseur défensif Claudio Cadonno qui va aller là d'un joli move pour le début de l'action. Ça se continue. Sven Neuenberger a du temps, s'appuie d'une nouvelle fois sur le défenseur, Florian, qui il va d'un fort joli tir du poignet. Ouais, un super shoot de la part de Cadonno. Il avait déjà suivi, on l'a vu sur la première action, c'est lui déjà qui avait amené le danger. Il est remonté, on l'a laissé redescendre une deuxième fois. Donc là, du côté de Lausanne, ça a été un peu passif défensivement. Après, on voit, on ne veut pas vraiment toucher le puck. Donc c'est un peu dommage de laisser revenir. C'est beaucoup de temps, l'espace. On était descendu, les alliés joueurs de centre, la Jaeger, ils ne couvrent absolument personne. Et puis on a été très passif sur la séquence du côté de Lausanne. On a vu la réaction de Barberio, on avait l'air de dire. Surtout que là, on arrive en fin de tiers. C'est des moments importants où tu dois être un peu plus structuré puis pas donner ce genre d'occasion. Et de 2-0 en faveur du LHC, ça va faire 3-2 pour Zug dans la troisième période. Après 8 minutes de jeu dans le dernier tiers, justement. Tiens, un Suédois, Carl Klingberg, qui va aller marquer cette réussite. Ça le dévie, ça le touche. Et le joueur lausannois reste au sol dans ce duel, Stéphane. Ça fait quand même 3-2 sur la séquence. Là, il y a ça ne va pas être Klingberg, ça doit être Stalder, parce que Klingberg, il est à la passe. Vous avez un joueur de Lausanne, c'est Genadi, c'est qui il y en a un qui tombe, en tout cas qui est en patinage arrière, un joueur de Lausanne qui tombe là, sur le puck dévie sur lui ou sur le joueur de Zug là, qui essaie de l'éviter. Un but un petit peu chanceux, mais un tir de la ligne bleue qui est dévié, donc c'est quand même un bon tir. On a réussi à remonter le puck au défenseur. Duc, tu nous le disais, avec la jeunesse, Lausanne va presser, il va chercher l'égalisation. Tu t'es pas trompé, ça finit par faire 3-3 à 3-12. On se dit que peut-être Lausanne a fait le plus dur. C'est sûr qu'ils ont travaillé fort. Belle réussite de Cody Allman qui revenait au jeu. Zug avait en plus perdu à la mi-match Simeone. Donc, Lausanne a poussé, et puis ils ont réussi à faire le plus dur. Et on verra ce qui se passe pour la suite. On va le voir tout de suite, Duc, parce qu'on va filer en prolongation. Merci pour garder le suspense. Eh bien, ce sont les Zougois qui, avec cette équipe amoindrie, vont trouver le moyen de gagner. Lino Marchini, Florian Kunz en prolongation. Son tir, on le connaît. Boltzhauser aussi, mais pas suffisant pour l'arrêter. C'est clair qu'on connaît tous la qualité de shoot de Marchini. Et puis on voit, comme on l'a dit, Zug, malgré qu'il manque la moitié de l'effectif, il reste des joueurs de talent comme lui. Là. C'est un peu passif quand même du côté de Lausanne parce qu'il a eu le temps de rentrer tranquillement dans la zone, de revenir dans le centre et puis d'ajuster son shoot. Donc un peu frustrant et dommage pour Lausanne. Boltzhauser, il peut pas grand-chose. Non, Jaeger et Barberio qui sont dans la ligne de shoot là, qui masquent un peu sa vue. Donc, et ce soir, messieurs, encore une fois, une défaite à la Lausanne Hockey Club. Quand ils prennent un point quand même, mais si vous regardez toutes les statistiques sont favorables à Lausanne. Plus de shoot. Au niveau des expected goals et des buts attendus, c'est 3-1 à peu près pour Lausanne. Mais Lausanne, encore une fois, domine les statistiques. Le volume de jeu est là. Tu es d'accord, Stéphane, pour dire qu'il y a quand même tout pour le gagner, ce match, du côté lausannois. Non, les étoiles étaient on ne va pas trouver des excuses non plus, à 2-0. Tu mènes 2-0, tu dois tuer le match à un moment donné, prendre les devants. Vous avez une équipe qui manque les meilleurs éléments. En tout cas, beaucoup de bons éléments sont absents. Vous avez 2 lignes de jeunes complets, des gars de moins de 20 ans. Donc, Lausanne, encore une fois, mais quand tu ne réussis pas à marquer des gros buts, la petite touche à l'attaque, à la fin de la journée, tu perds 2 points. Voilà. C'est les petits détails dont on parle tout le temps qui font la différence. Exact. La réaction à l'issue de cette rencontre d'un joueur qui est venu à notre micro, je crois, bien dépité, c'est Tim Boson. Tim Boson, ce match, vous l'aviez en main, vous aviez tout pour bien faire, 2 buts d'avance après 20 minutes. Et puis ce but de Simeone, il a semblé vous déstabiliser. Comment vous avez vécu ces 2 dernières périodes ? Ouais, c'est ça, on avait tout pour bien faire, on gagne 2-0 et on n'a pas su jouer avec notre avance et on s'est peut-être perdu un peu dans le match.
régulièrement, avec les stats avancées, on voit que Lausanne se crée des occasions, souvent les meilleures occasions, ils n'arrivent pas pourtant gagner ces matchs. Là, vous restez sur 2 victoires. Comment vous expliquez que vous n'arriviez pas à enchaîner ces victoires? Je sais pas, si je le saurais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Comme tu dis, on joue quand même bien. On a des statistiques qui parlent pour nous, mais au final, on n'arrive pas à gagner. Je sais pas quoi dire. Merci. Je ne sais pas quoi dire, on aura le temps peut-être d'y réfléchir et de penser vraiment comment on a laissé échapper cette victoire du côté des Lions vaudois. Genève était attendue dans la capitale pour affronter l'ours du SCB. C'est un match où les deux coachs étaient sous pression. Le début de saison n'est pas au rendez-vous. Berne peut-être plus attendu à cette place. Genève décevant, mais qui espérait bâtir sur le succès de ce week-end contre Langnau 3-2. Ça a été un match... on va dire, qui a commencé avec ce coup de coude, cette pénalité de Beat Gerber, Stéphane, assez dur finalement, le début de rencontre. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pour moi, bon, après ça, c'est peut-être un full body contact, mais écoutez, Gerber joue l'homme, ça j'ai pas de problème avec ça, le puck arrive, il jout l'homme, mais regardez, il décolle les patins d'à peu près 20 cm pour se faire grand, puis il arrive directement à l'épaule contre le menton ou la bouche de Winnick. 2 minutes, là, c'est le tarif minimum pour moi. Évidemment, le problème, c'est qu'il chope le corps et le menton en même temps. C'est pas vraiment une charge contre la tête, pas uniquement contre la tête. C'est pas le principal point de contact. Mais c'est une action qui est très, très limite. Moi, 5 minutes charge incorrecte, ça aurait été cas. Parce qu'on peut donner 5 minutes pour charge incorrecte cette année sans mettre la match. Moi, j'aurais bien vécu avec une 5 minutes là pour ça, les gars. Moi, je pense que c'était le minimum sur la séquence. Là, et c'est un plus petit bonhomme qui va frapper Winnick, c'est pas le plus petit des gars non plus, donc il s'est fait tout grand pour le frapper et puis il l'a bien chopé à la tête. Ouais, je pense qu'il s'en sort bien parce que c'est Winnick en face puis que c'est un gars solide, parce que ça aurait été un autre, ça aurait fait un peu plus de dégâts et puis certainement que la sanction aurait été plus sévère. Gerber, il a déjà eu une 5 minutes plus méconduite pour le match lors du dernier match. Avec cette pénalité, on va jouer à 4 contre 4 sur la glace à ce moment-là et c'est le moment choisi par le CP Berne pour ouvrir le score avec son défenseur Ramon Untersander là, qui va aller avec le travail de ses coéquipiers récupérer ce palais. Kaoun va le servir pour permettre de battre une première fois Gauthier Desclous dans cette rencontre, Florian. Ouais, un mauvais jeu défensif de Genève qui avait le contrôle. Et puis derrière, on voit les joueurs de qualité de Berne qui arrivent à exploiter ce genre d'occasion. Un excellent shoot. Il y a du monde devant, on voit pas grand-chose, mais c'est l'écran devant lui, magnifique. Petit shoot, pas très puissant, mais bien placé. Ouais, en fait, première période, c'est un but qui pouvait faire mal. Pourtant, les Genevois vont bien réagir dans la période intermédiaire et vont aller inscrire 2 buts. D'abord, on apprécie le premier, Doug. Quelle passe de Carrère, quel geste de... Attends, il est défenseur ou attaquant, Thomas, sur cette action? Là, il y a un peu des deux, oui, je suis d'accord. Carrère là-dessus qui est assez patient, décale, magnifique passe à notre ami Tom Ernest qui, lui, la met pleine lucarne en croisée. Là. Il était très, très malin sur cette pièce offensive. Là. C'est vraiment une belle réussite. Bon petit joueur, ce Tom Ernest, quand même. Hein? Ouais, il va faire une carrière en Suisse, je crois. On va réagir même en fin de période. On va rendre la monnaie de sa pièce au SCB. Genève va aussi marquer ce but qui aurait dû faire mal à la formation de Johan Lundskog avec Winnick. Florian qui permet aux Aigles de passer devant une première fois dans la soirée. Ouais, là aussi, c'est propre du côté de Winnick. Il envoie un bon shoot dans le haut du filet. À ce moment-là, on se dit, voilà, Genève a fait presque le plus dur. Ils ont réussi à revenir, à passer devant juste avant la fin de période. C'était idéal pour eux. Malheureusement, les Genevois vont tenir jusqu'à la 52e minute de jeu. Et il y a un homme qui va se lever quasiment tout seul dans cette patinoire, Doug. Il s'appelle Tristan Chervet. Il va tout faire dans cette fin de rencontre. Il va égaliser. Il va avoir un no-goal. Il va me donner le but de la victoire. Ouais, tu me fais plaisir là-dessus, David, parce que Tristan Chervet vient chercher l'égalisation, le 2-2, mais ce qu'on n'avait pas vu sur la séquence d'avant, c'est lui qui avait échappé Winnick sur le 2-1. Donc, il répare un petit peu son erreur là-dessus, puis on connaît la suite. Deux réussites plutôt qu'une en prolongation. Là, je vois un petit peu le scoop. Tu peux. On va les voir, hein, ces buts. D'abord, l'histoire du no-goal avec la relance de Vutriche qui va amener Dogavins à trouver justement Tristan Chervet.
pour marquer ce but qui va être annulé pour un contact, Stéphane. Ouais, difficile à juger. Contact avec le patin et Pataya qui gêne Desclous dans son déplacement. Les arbitres sur la glace ont validé et ont retourné la situation. C'était pas dur de challenger parce que de toute façon, c'est la fin du match. Donc, si on n'a pas raison. Donc, regardez, Doug Evans est clairement dans le demi-cercle du gardien avec un patin et son corps. Depuis là où on le voit. Puis, il gêne quand même. Le puck arrive à la gauche de Desclous. Puis, Desclous ne peut pas vraiment faire un mouvement naturel avec son gant. Ensuite, il est frappé par la suite, mais il ne peut pas faire un mouvement naturel avec sa jambière gauche et son gant. Donc, pour moi, c'est une décision... c'est une bonne décision, mais qui n'est pas si évidente que ça. Finalement, Chervet, c'est pas le genre de la maison de se faire déstabiliser. Florian, 27 secondes après, il ne me permet pas à Genève de profiter de cette décision à leur rencontre pour aller chercher la victoire. C'est bien le SCB qui s'impose. Exactement. Là, on a laissé les mêmes 3 joueurs de la part du coach bernois. On leur a dit, écoutez, vous en avez mis un, vous allez me mettre le deuxième. Et puis c'est mérité pour Chervet, on l'a dit avant, il a quasiment fait la différence à lui tout seul pour cette équipe-là. Donc on voit l'importance de joueurs comme ça qui ont envie de mouiller le maillot puis qu'on aura le bol des défaites. Mais ce soir encore, chez Genève Servette, c'est les étrangers qui marquent les 2 buts. Ouais. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit aux étrangers cette année. Ils sont surutilisés, mais Tom Ernest, il fait du Tom Ernest. Winnick, il fait ses buts, ses points. Genève est quand même chanceux aussi de récolter un point parce que Chervet avait raté une très, très belle occasion. Il avait frappé le poteau en fin de 3e qui aurait pu mettre le 3-2. Donc, malgré tout, Genève fait un point. Et c'est bon à prendre, c'est le temps. C'est ça. On va écouter une réaction côté du GSHC à l'issue de cette rencontre. C'est la réaction d'un des défenseurs, justement, du club des Aigles. Simon Lecoultre, courte défaite face à Berne et pourtant vous aviez toutes les occasions pour gagner. Oui, c'est sûr. On menait 2-1 et puis on a peut-être un peu arrêté de jouer. On a un peu commencé à reculer en zone neutre et c'est ce qui nous a coûté l'égalisation. Et puis en prolongation, on n'a pas bien su gérer ça. La première période, avec toutes ces supériorités numériques, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être qu'on essayait de faire le jeu parfait pour le goal parfait. Et en ce moment, c'est ce qui ne nous réussit pas. On aurait dû, je pense, amener un peu plus de puck au goal avec des déviations et des présences devant le goal. Merci bien. 2 matchs encore à vous résumer pour être presque parfait dans les réussites qu'il y a eu ce soir. Ambry face à Langnau, c'est le 7e contre le 10e de ce championnat. Ambry qui restait sur 2 défaites, Langnau qui avait perdu contre Genève la dernière sortie, Punenov de retour dans les buts et c'est bien la formation emmentalloise qui va ouvrir le score avec le but de Pessonen. Il y aura l'égalisation de Kneubuller et la rencontre va se décider avec ce joli but, Florian Kohns, de Dario Burgler. Oui, exactement. Burgler qui fait un bon jeu. On connaît ses qualités de buteur. On le laisse couper au milieu de la zone. Il envoie un peu compliqué pour Punenov et puis ça suffit pour Ambry pour gérer la fin de match. C'est le game winning goal parce que derrière Ambry va appuyer en fin de rencontre Stéphane le 3-1 de Grassi. C'est mérité pour les Levantins, ils ont tapé le poteau, ils ont réagi après un premier tiers compliqué et à la maison ils ont su gagner ce match. C'est un match important évidemment, c'est des matchs que contre Langnau à la maison tu dois gagner. Langnau ça reste une équipe qui a des bons étrangers mais qui est quand même fragile. Tu dois faire ses points et Ambry a réussi à faire ses points par Pestoni qui a bien travaillé, faire la passe devant le but. Je pense qu'il a essayé plutôt que de le mettre dans le paquet puis il a fini sur la carte d'un coéquipier. Un peu de chance quand même dans la réussite, mais Pestoni qui est quand même le top scorer de cette équipe-là. Ouais, on retrouve un Inti Pestoni, vrai leader dans ce début de saison. Zurich-Rapperswil, le derby du lac pour terminer cette soirée de 6 rencontres avec des Zurichois qui étaient sur 2 victoires, Ambry et Genève battus, mais 3 défaites en 4 matchs à domicile. C'était 4 défaites en 4 matchs sur les 4 derniers matchs de Rapperswil. Donc vous voyez que des équipes pas vraiment sereines, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Il y a un match animé, il y a les buts d'Azevedo, Malguin, Vic et Bruchweiler qui répondent pour le 2-2. Et c'est Mitchell, là, pas le plus grand buteur de ce club, le centre du 4e bloc, qui profite du travail de Chervenka, Doug, pour inscrire le 3-2. À ce moment du match, Rapperswil était mené 2-0, renverse totalement la rencontre. Ça, c'est une très belle pièce de jeu là, sur un 3 contre 1 qui a été bien joué. Mitchell en profite là-dessus.
Cervenka, à la sortie de la zone, là, il pousse le puck pour lui-même à l'entour. C'est toujours facile. Ça a hein. l'air facile, hein, ouais, c'est ça. On a un coup de patin plus léger derrière quand on a réussi ça. Malgré ça, Chris Baltisberger égalise dans les toutes dernières secondes, dans les 30 dernières secondes de cette rencontre, avec une déviation sur le lancer de Maxime Noro. Zurich s'est fait peur et est quand même allé jusqu'en prolongation, Florian, finalement. C'est clair, on le voit sur les images là, ils sont quand même contents et soulagés de pouvoir aller chercher ce premier point. Je pense qu'ils regrettaient certainement à ce moment-là la gestion du match et puis de l'avance qu'ils avaient. Un match un peu similaire à celui de Lausanne où Zurich menait 2-0. Ils ont une machine de hockey. Ils ont laissé gentiment Rapperswil revenir, puis ils l'échappent au tir au but. Parce que Cervenka va aller marquer le but de la victoire lors du 12e tir de cette série. Donc, succès pour Rapperswil. C'est l'équipe qui confirme ses bons playoffs, qui reste pour l'instant dans le top 6 de son championnat. Le geste facile de Cervenka qui bat Weber. La joie de Niffler pour cette dernière rencontre. On va donc vous résumer ce qu'il s'est passé une dernière fois dans les résultats de cette soirée de National League, avec le succès d'Ambry 3-1 dans le match contre Langnau. La défaite finalement presque indécise contre Berne de Genève Servette. Un seul but a suffi au bonheur de Bienne dans le match au sommet face à Fribourg-Gotteron. Zug B qui bat le Lausanne Hockey Club en prolongation. Ajoie n'a pas eu vraiment sa chance contre Lugano. Et vous venez de le voir, les Rapperswil Jona Lakers qui ont battu les ZST Lions. Du coup, au classement, les deux premiers se resserrent, plus que 2 points d'écart. Les autres clubs romans n'ont pas vraiment bougé. Genève et Ajoie ferment toujours la marche de cette hiérarchie du championnat de National League. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, puisque l'on va encore partir maintenant vous préparer la fin de cette soirée avec Backcheck le Talk. On aura 2 thèmes d'actualité très très intéressants. Ne bougez pas, on garde les mêmes invités et on vous dit tout dans notre salon, ou dans le vôtre plutôt, devrais-je dire.